Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Donc c'est toujours Dr Zawi, maître assistant en infectiologie. On va voir ensemble aujourd'hui la troisième conférence qui est, qui est la rage. Donc comme objectif pédagogique ou éducationnel, donc à la fin du cours, nous devons savoir à décrire les circonstances évocatrices de la rage avec la clinique de la rage, les différents types de rage. Et il faut savoir, deuxième point, décrire la conduite à tenir face à une morsure, griffure ou blessure animale. Donc ce qu'il faut faire en cas d'une morsure ou d'une griffure par un animal, et c'est ça le plus important pour un médecin généraliste. Comme plan du cours, donc c'est toujours, on commence par une introduction, puis une virologie, qu'on va dire, on parler un petit peu sur ce virus, le virus qui cause la rage, l'épidémiologie, on a géré dans le monde entier, la physiopathologie, la clinique et les différentes formes cliniques de rage, l'évolution de rage, malheureusement, si rage est déclarée, la maladie est déclarée, il n'y a pas d'évolution parce qu'une rage déclarée, c'est mortel, c'est une évolution fatale. Le diagnostic positif, c'est pas vraiment très très important parce que le diagnostic de la rage, en fin de compte, il se fait sur la clinique et le traitement. Le traitement, c'est surtout parce que pour la rage, il n'y a pas de traitement. Il faut savoir ça. Une fois la rage, elle est déclarée, pas de traitement, le malade va mourir malheureusement. Mais notre rôle comme étant médecin, c'est que faire pour éviter la survenue de la rage. Pour introduire, c'est quoi la rage? Donc, c'est une atteinte, donc c'est une encéphalomyélite, atteinte de l'encéphale, aiguë, qui touche les mammifères, y compris l'homme. Elle est due à un virus, et ce virus, donc, et la transmission, elle se fait par une morsure. J'insiste sur ce point-là, la rage, une fois déclarée, l'évolution, elle est fatale, donc c'est la mort. Il n'y a pas de traitement une fois la rage, elle est déclarée. C'est quoi le virus? Ce virus, c'est un virus neurotrope, c'est un virus à ARN. Il fait partie de la famille des rhabdovirus, le genre Lyssavirus. Et, il est stable entre 2 pH, 5 et 10. Il est inactivé par les solvants des lipides, donc il est sensible et inactivé à 60 degrés Celsius en 35 secondes. Sur le plan épidémiologique, surtout le réservoir de la rage, donc nous avons la rage canine ou la rage citadine, où le chien, si c'est en Afrique, voilà ce qui nous intéresse, donc où le chien est le vecteur, et en Algérie en particulier, ça se voit donc dans les pays en voie de développement, donc où le chien est le principal vecteur. La rage sylvatique ou la rage sauvage, où le réservoir, c'est au niveau de l'Europe de l'Ouest, c'est le renard. Au niveau de l'Iran et l'Afghanistan, le loup. Pour dernier type de rage, la rage des chiroptères, surtout au niveau de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Le réservoir, c'est la chaussure. Là, nous avons une carte qui nous montre la répartition de la rage, de l'absence ou la présence de la rage dans le monde entier. Donc, c'est une carte de l'OMS de l'année 2008. Donc, vous voyez l'Algérie toujours malheureusement dans une zone avec un grand risque rapique. Par contre, si vous voyez l'Europe par rapport à l'Europe, le risque il est vraiment très minime. L'Afrique, pratiquement tout le continent africain, le risque rapique il est très 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 important. Vous voyez, c'est surtout les pays en voie de développement présentent un risque rapique très très élevé. Cette carte, c'est concernant l'année 2008. Nous avons une autre carte concernant l'année diffusée par toujours dans le site de l'OMS, l'année 2012. C'est pratiquement, il y a eu quelques changements pour quelques pays qui sont vraiment améliorer leur statut, etc. Mais
toujours l'Afrique, c'est en rouge, donc un risque très élevé pour rage, sauf au niveau ici, le Sahara, le Sahara al-Gharbiyya, donc où le risque, le Sahara occidental, il n'y a pas vraiment de données pour, donc on ne sait pas, il y a pas de données. Les cas de rage déclarés pratiquement chaque année en Algérie, on a une vingtaine, trentaine de cas de décès malheureusement par l'âge. Et ça, c'est les cas déclarés. Sûr que le nombre est beaucoup plus élevé. En 2020, en 2019, pardon, le ministère a déclaré 20 cas de rage déclarés. Toujours épidémiologie, chapitre épidémiologie, la transmission. C'est très important de connaître la transmission de ce virus. Donc, la transmission se fait principalement par la morsure, par des animaux infectés, donc une morsure par un animal infecté, ou une griffure, excoriation cutanée, ou léchage d'une plaie ouverte. Donc, léchage d'une plaie ouverte ou une muqueuse saine. Donc, il faut que la plaie soit ouverte. Ou par rapport à la muqueuse, même un léchage de muqueuse saine, soit buccale, nasale ou oculaire, ça représente un risque. Par contre, il faut une plaie ouverte. Donc, le léchage d'une peau saine ne représente aucun risque. Le chien, il est infectant 7 jours avant l'apparition de la symptomatologie de la rage. Donc, le chien ou l'animal, il peut mordre quelqu'un et il ne présente aucun signe de rage. C'est pour ça la surveillance vétérinaire, si on arrive à attraper l'animal et le mettre en surveillance vétérinaire dans un centre où on surveille les animaux par des vétérinaires. Donc c'est très important parce que il y a un piège là. Le chien, donc il est infectant, ça veut dire qu'il peut contaminer, il peut nous transmettre le virus 7 jours avant qu'il soit malade ou là il représente une symptomatologie de rage animale. Sur le plan physiopathologique ou pathogénie, chez l'animal, donc le virus, il va se fixer sur le système nerveux des animaux enragés, puis il passe dans le milieu buccal, donc la salive de l'animal, elle devient infectante, elle devient riche en virus, donc en cas de morsure par cet animal, donc il peut nous transmettre le virus. Donc voilà, vous voyez donc ce schéma. Après une morsure contaminante, il y aura une petite multiplication locale du virus et puis on aura une infection centripète des neurones vers le cerveau. Donc le virus, il va être acheminé par ces neurones-là donc jusqu'au l'encéphale ou le système nerveux. Puis il y aura une atteinte du système nerveux central, puis il y aura une infection ou diffusion centrifuge vers les glandes salivaires et le sujet donc l'animal devient extracteur. L'incubation, elle est silencieuse, comme vous voyez, elle peut durer chez l'animal, elle peut durer 1 à 2 mois. Une fois la rage, elle est déclarée, donc l'animal, il va pas rester plus de 14 jours et il va mourir. Et la salive, elle va être contaminante. Faut pas oublier que même après la mort, donc l'animal, il reste le virus, donc le risque rabique, il reste, donc il faut faire très très attention comment manipuler, donc même un animal mort. Voilà, ça c'est pour l'animal. Pour l'être humain, ce qui nous intéresse, nous, donc chez l'homme mordu, après une courte phase de virémie, donc toujours une petite phase de virémie au niveau du point de la morsure ou le contact avec l'animal, le virus il va monter le long des nerfs périphériques jusqu'au centre nerveux, puis il gagne de nouveau les neurones périphériques. C'est pratiquement le même principe que chez l'animal. Donc là, on va voir un peu plus de détails. Donc il y aura une inoculation par une morsure à ce niveau-là, avec une multiplication du virus donc in situ dans le muscle au niveau du point de la morsure, donc une entrée dans le système nerveux périphérique par les terminaisons nerveuses. Donc il y aura une diffusion ascendante
donc centripète, donc jusqu'au là, voilà, jusqu'au là, ça c'est important, jusqu'au ce point-là, la réplication dans le ganglion dorsal. Tout ça, tout ça, ce qui est, pourquoi on l'a mis en rouge, tout ça, ça prend du temps pour que, parfois ça prend beaucoup de temps pour que le virus acheminé donc à partir du point de la morsure jusqu'au le ganglion dorsal. Parce que jusqu'au là, on peut intervenir. Pourquoi c'est mis en rouge et c'est mis place pour la sérovaccination en urgence. Donc, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a donné le temps pour agir, pour éviter le pire, pour éviter la, 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 la déclaration de la rage ou la survenue de la rage. Donc, tout ça, c'est cette période-là où le virus n'est pas encore arrivé donc au niveau de la moelle épinière. Donc, on peut agir, on peut traiter, on peut donner soit le sérum plus vaccin. Parfois, dans le vaccin, on va voir tout ça en détail à la fin du cours pour concernant la conduite à tenir après un risque. Donc, un risque post-exposition. Donc, jusque-là, on peut agir. Une fois le virus il arrive au niveau à ce point-là, c'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire pour le malade. Là, il y aura une progression toujours ascendante dans la moelle épinière. Une fois le virus arrivé à la moelle épinière, donc il va arriver au niveau des structures encéphaliques qui va l'infecter. Donc il y aura une infection de diverses structures encéphaliques et puis il y aura une diffusion centrifuge. Donc ici, il y avait une diffusion centripète, le virus il monte et acheminé par le système nerveux périphérique jusqu'aux les structures encéphaliques. Une fois ici, il va se multiplier. Donc il y aura une diffusion descendante par le système nerveux sensoriel et autonome vers la rétine, la cornée, les glandes salivaires et la peau. Donc et là, c'est la rage alpha-tètre déclarée malheureusement pour ce malade qui va mourir par la suite. Ça sur le plan physiopathologique. Cliniquement, c'est quoi la rage? Donc surtout donc elle touche l'homme, surtout les enfants et surtout les garçons. Donc pourquoi les enfants? Parce que généralement ils ont la même taille comme le chien. Donc c'est pour ça qu'ils sont faciles pour être mordus. Donc après une incubation qui est silencieuse, donc qui va durer en moyenne, donc cette incubation de 40 jours avec des extrémités de donc un extrême de 2 ans. Donc donc j'insiste sur ça, cette longue incubation. Donc elle peut être mise au profit d'une sérovaccination capable d'induire une immunisation avant que la maladie ne se déclare. Donc, c'est 40 jours ou cette incubation qui est un petit peu longue. Donc, c'est c'est en notre faveur pour bien prendre en charge ce patient et le protéger par soit le sérum, vaccin ou le vaccin seul. Parfois, malheureusement, l'incubation est courte, en moins de 7 jours, en cas de morsure grave ou la morsure lorsqu'elle touche les zones qui sont richement innervées, la tête et le cou, le membre, donc la tête, le cou et les extrémités, surtout les extrémités du membre supérieur, les doigts et la main. Mais jamais, jamais moins de 4 jours. Et donc on a toujours donc il y a toujours une possibilité pour traiter et pour sauver le patient ou le patient mordu. Après l'incubation qui est silencieuse, on aura une période prodromique. Cette période prodromique, elle est brève, elle va durer entre 2 à 10 jours. Donc, elle commence par un début brutal. Donc, c'est des douleurs ou des paresthésies, donc sensation de brûlure, de froideur, engourdissement, fourmillement au niveau de la zone mordue. Parfois, un simple prurite. Puis, il y aura une atteinte de l'état général, donc une fièvre qui est inconstante, asthénie, malade, ils sont pas bien, il est asthénique, un malaise, quelques signes respiratoires, toux, dyspnée, etc. Quelques signes digestifs, anorexie, nausées, vomissements, diarrhée et
quelques signes neurologiques type céphalie, vertige, anxiété, tristesse sans raison et un cauchemar. Ça, c'est la phase prodromique. Puis, c'est à ce stade-là, à la phase ou la période θ, où le tableau d'encéphalomyélite progressif aiguë, donc il se déclare. Donc c'est à ce stade-là qu'on peut vraiment poser le diagnostic de la rage et malheureusement, on sait que notre patient-là, il va mourir par la suite. Donc nous avons pratiquement deux types de rage, deux types de formes cliniques. La forme spastique qui est la plus fréquente et ou la forme furieuse et la forme paralytique qui n'est pas vraiment très fréquente. Pour la forme spastique ou la rage furieuse qui représente 70% des cas, donc on aura un trouble du comportement, le malade devient hyperactif et il hallucine avec le signe voilà, qui est alarmant, c'est l'hydrophobie qui est donc c'est la phobie de l'eau, donc hydro et phobie déclenchée par soit tentative de boire ou stimulus sensoriel, donc soit tactile, auditif ou que soit il voit l'eau ou il entend le son de l'eau, l'écoulement de l'eau. Voilà, donc ça déclenche une hydrophobie. Donc ce patient qui est déjà agité et fébrile avec une fièvre à 40, il a très soif. Donc la déglutition ou la vue de l'eau ou le bruit du robinet, il déclenche des spasmes oropharyngés très douloureux et ces spasmes bloquent la respiration. Généralement, l'hydrophobie, elle s'accompagne après par une aérophobie, hein, une dysphagie et une dysphagie, salivation abondante. L'hydrophobie et l'aérophobie sont mises en évidence par la présentation d'un verre d'eau ou, pour l'aérophobie, souffle d'air au niveau du visage. Parfois, juste donc, on entend juste l'air. Par exemple, on ouvre la fenêtre et donc, le son de l'air, donc le malade, il le refuse et par phobie, donc c'est l'aérophobie. Donc, le malade, il va passer par des périodes d'agitation ou d'accalmie, parfois même obnubilation. Donc, ces périodes alternent avec des périodes de normalité. Donc, il devient agité, puis il devient normal. Cette phase, malheureusement, elle va durer que quelques jours parce que c'est une phase aiguë. Puis le coma et la mort. Le malade, il va mourir. Donc, pas de traitement à ce stade-là. Si la rage se déclare, j'insiste sur ça, il n'y a pas de traitement pour la rage. Donc, par la paralysie cardio-respiratoire au bout de quelques jours. Donc, le malade, il va mourir. Pour la deuxième forme, qui est la forme paralytique ou la forme ou la rage muette, donc elle débute par des douleurs au niveau du membre supérieur de la région lombaire, suivie par une paralysie flasque des membres inférieurs, et c'est une paralysie qui est progressivement ascendante. Donc elle touche les membres inférieurs, donc elle est progressive et elle est ascendante. Donc, et l'atteinte du tronc cérébral, donc elle s'accompagne par des troubles sphinctériens et l'atteinte bulbaire, donc avec des paralysies des nerfs crâniens et par la suite arrêt cardio-respiratoire et le malade il va mourir dans un tableau de défaillance respiratoire ou arrêt cardio-respiratoire. Pour l'évolution, il n'y a pas d'évolution, donc le malade il va mourir au bout de quelques jours après la déclaration de la rage. Donc la rage, elle est mortelle à 100% si elle est déclarée. Il n'y a pas de traitement efficace une fois la rage est déclarée, malheureusement. Pour le diagnostic positif, positif, chez l'animal, en post-mortem, on fait un prélèvement du cerveau ou des glandes salivaires. Chez l'homme, on isole, donc il y a plusieurs méthodes de diagnostic. On peut isoler le virus par immunofluorescence, des prélèvements de la salive au SCR. On peut l'isoler
en culture cellulaire, mais ce qui est vraiment recommandé actuellement dans les pays développés, parce qu'en fin de compte, le diagnostic il nécessite un laboratoire donc de référence, un laboratoire qui a beaucoup de qualité. Donc, on peut faire appel au RT-PCR, donc la PCR en temps réel. On fait donc des prélèvements, parfois des prélèvements de la salive. On recherche le virus au niveau de la salive par la PCR ou au niveau de la biopsie cutanée au niveau de la nuque. Si on fait l'ANAPAT, donc la mise en évidence, donc la biopsie, la mise en évidence des lésions spécifiques. Donc ces lésions spécifiques, c'est quoi? C'est la présence du corps de Nigri, c'est quoi ce corps de Nigri? Qui est une inclusion acidophilique. Cette inclusion, c'est quoi? C'est des corpuscules viraux déposés au niveau des cellules pyramidales qu'il faut rechercher les cellules et les ganglionnaires du cerveau. Donc, il faut acheminer les prélèvements rapidement, le plus tôt possible, avec des conditions de transport, donc sous froid, etc., à un laboratoire de référence. En Algérie, malheureusement, nous avons un seul laboratoire de référence qui peut nous aider et nous faire la recherche de ces coordonnées gris ou faire la PCR, etc. C'est l'Institut Pasteur d'Alger, voilà, à Alger. Pour diagnostic différentiel, donc pour la rage furieuse, vu qu'il y a des spasmes, donc on peut penser à un tétanos, spasme oropharyngé, ou une manie. Pour la rage paralytique, vu qu'il y a une paralysie ascendante, donc on peut penser à une poliomyélite, mais la poliomyélite, elle est éradiquée en Algérie, vu la vaccination et la couverture vaccinale. On pense, deuxième lieu, à une méningo-myélite. Donc, tout ça, c'était pour la rage, le virus. Donc, c'est un virus ARN. Il fait partie le genre des lysaphivirus, etc. Là, le deux types de formes cliniques de rage. Non, mais tout ça, c'est juste pour connaître la rage, pour à la fin dire que le malade, il va mourir. Notre rôle, c'est notre conduite à tenir une, une morsure. Devant une morsure. Donc, notre traitement prophylactique, parce que, comme vous savez, il n'y a pas de traitement pour la rage. Si la rage, une fois elle est déclarée, malheureusement, le malade, il va mourir. Donc, notre rôle, c'est bien avant, c'est de prévenir la survenue de la rage. Donc, donc si je vous pose un jour la question de c'est quoi le traitement de la rage, vous n'allez pas me répondre c'est laver la plaie ou vaccination, sérothérapie. Vrai. Généralement, c'est ce qui m'arrive souvent avec les externes. À la fin du cours, lorsque je pose la question du traitement de la rage, ils commencent à me réciter traitement local, traitement vaccination. Non, c'est faux. Si la rage elle est déclarée, il n'y a pas de traitement de la rage. La rage elle est mortelle, donc elle est quasiment mortelle dans les 7 jours une fois elle est déclarée. Donc notre rôle c'est notre conduite à tenir ou notre attitude thérapeutique après une exposition au risque rabique. Donc nous avons une plaie, donc il faut un traitement local. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc avant tout, donc il faut un traitement local, un traitement local qui n'est pas spécifique. Donc toute plaie, elle doit être lavée abondamment à l'eau savonneuse. Elle doit être rincée, elle doit être désinfectée par les antiseptiques, un antiseptique iodé ou l'ammonium quaternaire, c'est le meilleur. Mais pas forcément l'ammonium quaternaire, si on ne l'a pas, on peut utiliser l'alcool à 70 degrés ou les dérivés iodés. Donc, et pour la suture, donc on peut suturer, c'est un préparage soigneux et cette suture, on peut la retarder quelques heures, 24 à 48 heures après. C'est juste pour laisser le temps, parce que l'idéal, c'est d'infiltrer la plaie par le sérum antirabique. Donc, s'il y aura une indication de faire la sérothérapie, donc il vaut mieux infiltrer le sérum au niveau de la plaie. C'est pour ça, c'est juste
une plaie qui ne présente pas un risque donc hémorragique ou un problème d'esthétique. Donc là, on donne donc le temps pour l'infiltration de la plaie par un sérum antirabique. Le problème qui se pose surtout lorsque le malade il se présente au niveau des urgences médico-chirurgicales, que ce soit au niveau du CHU ou de l'OHU, donc au niveau des structures donc des urgences, il n'y a pas le sérum, il n'y a pas le vaccin pour pouvoir infiltrer sur place. Donc le sérum et puis suture, etc. Donc on doit obliger donc le malade à partir parce que la prise en charge ce traitement prophylactique ou cette attitude thérapeutique après l'exposition, elle se fait au niveau des centres antirabiques et ces centres antirabiques donc se trouvent au niveau des EPSP au niveau d'Oran. Donc il y a le PSP Médionné, le PSP Signa, le PSP Sidria, donc il y a le PSP Front de Mer, Emir Khaled Al-Kmin, il y a les Amandiers, etc. Donc tous ces centres antirabiques là où il y a donc la garde H24 avec un médecin et tout. Donc c'est des centres antirabiques qui prennent en charge le sérum et la vaccination. Donc voilà. Et il faut pas oublier qu'il y a une plaie, donc il y a un risque de surinfection, donc il faut pas oublier de donner une antibiothérapie. Donc surtout, antibiotiques à viser, on vise le staph, parfois les anaérobes, etc. Il faut pas oublier la prophylaxie du tétanos. Donc normalement, vous avez vu tout ça au niveau pendant le cours du tétanisme pour la prophylaxie du tétanos. Donc tout ça, c'est le traitement local. Puis on va passer au traitement antirabique. Et tout ça, c'est pour le traitement prophylactique, pas le traitement de la rage. J'ai juste sur ça. Avant de parler du traitement antirabique dans le centre antirabique, il y a une chose très importante, il faut apprécier le risque de transmission de la rage. Donc, et l'évaluation du risque de transmission de la rage et en conséquence la décision de débuter une prophylaxie post-exposition, elle dépend. Elle dépend de quoi? Donc généralement de la zone géographique. En Algérie, donc il n'y a pas de problème, donc c'est pratiquement tout le pays, donc il est considéré comme où il y a le risque de rage et il dépend de l'animal. Parfois c'est l'espèce en cause comme en Algérie, le vecteur c'est le chien, on peut avoir donc le chat, etc. Le mode de vie de l'animal, vie domestique ou vie sauvage, le comportement de l'animal, donc la possibilité d'organiser ou non une surveillance vétérinaire, parce que c'est l'idéal, parfois c'est l'animal il est normal et il est domestique, par exemple on peut avoir une surveillance vétérinaire. Donc la décision elle peut différer, elle peut être différente. Voilà, la nature ou la localisation du contact, donc la morsure, la griffure, léchage. Lorsque la morsure ou le contact au niveau j'insiste sur ça, les zones richement innervées, où il y a beaucoup de fils nerveux, les extrémités et le visage par rapport à les autres parties du corps. Donc ça, c'est très très important lorsque la plaie, elle est au niveau du visage ou ou le visage ou les extrémités. C'est pas comme les autres parties du corps parce que le visage, c'est tout près du cerveau et il est richement innervé. Le statut de l'exposé, soit peut-être il était déjà vacciné au préalable contre la rage et l'immunodépression. Et l'animal, le diagnostic de la rage clinique de la rage chez l'animal il est difficile, mais le signe le plus constant généralement est le changement de son comportement. Là, je parle de l'animal lorsqu'on arrive donc à avoir et attraper cet animal. Mais généralement, ce qu'on voit en Algérie, généralement à Oran, pratiquement tous les malades qui se sont présentés pour des morsures où l'animal donc c'est pas un animal donc domestique, c'est des animaux errants, donc c'est pas donc c'est voilà, donc on n'arrive pas à les attraper.
Donc, et donc l'animal, le siège de la morsure. Donc, les morsures, j'insiste sur ça. Les morsures de la face, du cou, des extrémités et des muqueuses sont les plus dangereuses, donc en raison de la richesse de ces régions en filets nerveux. Et la nature du contact, donc les plaies ou les griffures, etc. Tous ces critères-là, donc, rentrent dans la prise en charge et la décision thérapeutique. Pour revenir donc au traitement thérapique, donc nous avons donc c'est un traitement qui se fait au niveau des centres thérapiques en fonction du risque rapique, ce que je viens de citer. Donc il y a deux traitements, soit un vaccin ou un vaccin plus un sérum. Donc le vaccin utilisé, c'est des virus donc inactivés en sous-cutané selon un schéma protocole, soit donc on peut donc donner un schéma par exemple le SN, donc J0, J3, J7, J14, J 1 mois puis J 3 mois. On peut donner un protocole dit Zagreb, donc le premier jour deux injections dans deux sites différents. Par exemple, une injection au niveau du muscle deltoïde droit et l'autre injection au niveau du muscle deltoïde gauche. Puis à J7, le rappel à J7 et à J21. Ça, c'est le protocole Zagreb. Le sérum, donc c'est selon la méthode de Besseredka. Donc un sérum provenant des chevaux, donc animal, un sérum d'origine animale, donc de chevaux hyperhumains, s'administre à la posologie de 40 unités par kilo, ou le sérum, donc les anticorps d'origine humaine, donc soit équine, soit humaine, donc humaines spécifiques qui sont dosées à 20 unités par kilo. Donc on a géré, on utilise toujours le sérum d'origine donc équine, c'est à 40 unités par kilo. Pourquoi on n'utilise pas de l'autre sérum d'origine humaine? Parce que c'est un sérum qui coûte très 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 cher. Voilà. Donc le traitement antirabique post-exposition, ça c'est les recommandations de l'OMS. Pratiquement c'est le même tableau, c'est les mêmes catégories. Donc il y a trois catégories, catégorie 1, 2 et 3. Donc et ces catégories, ils dépendent donc la prise en charge et la décision dépendent de la nature du contact avec l'animal sauvage ou domestique, présumé enragé ou dont la rage a été confirmée, ou encore un animal qui ne peut pas être placé en observation. Donc un animal ou un chien errant. Donc la catégorie 1, c'est contact ou alimentation de l'animal. Donc contact avec l'animal, contact simple avec l'animal ou l'alimentation de l'animal. Donc là, si vraiment notre anamnèse, notre interrogatoire est fiable, on fait rien parce qu'il y a pas eu de contact sérieux par morsure, par léchage d'une plaie ou léchage d'une muqueuse saine. Il y a eu juste un contact avec l'animal ou son alimentation. Léchage sur une peau intacte, donc on fait rien. Donc c'est vraiment notre anamnèse est fiable, on fait rien. Pour deuxième catégorie, donc une peau découverte qui a été mordillée, il y a eu une griffure bénigne ou une excoriation sans saignement, léchage sur une peau érodée. Donc là, il faut vraiment commencer à administrer le vaccin tout de suite. Et il faut l'arrêter si l'animal est en bonne santé après, moi je vais dire 14 jours, c'est le temps de la surveillance vétérinaire. Et si on a fait, par exemple, on a procédé à euthanasier cet animal, donc la recherche de la rage par des techniques de laboratoire appropriées, que ce soit la recherche du corps de Nigri ou la recherche par la PCR, elle revient négative. Donc là, on peut vraiment arrêter le traitement. Mais en cas de catégorie 2, il faut commencer un vaccin tout de suite, c'est une urgence. Bon, là, parce que dans le schéma algérien ou le tableau algérien, que je vais vous donner tout à l'heure le protocole ou l'instruction du 2016 du ministère de la Santé de notre pays, l'Algérie. Donc, il parle de tout ça, sauf lorsqu'elle touche le visage ou les extrémités. Donc,
Donc, le risque, il sera donc dans la catégorie 3. Dans catégorie 3. Donc, catégorie 3, morsure ou griffure ayant traversé la peau et contamination des muqueuses par la salive, soit donc un léchage par contamination, léchage des muqueuses par la salive. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on fait toujours on administre les immunoglobulines plus le vaccin, puis la même conduite qu'en deux. Ça veut dire que si par exemple on arrive à faire l'observation vétérinaire et après une dizaine de jours jusqu'à 14 jours maximum, l'animal il est toujours en bon état de santé, il est toujours vivant, on peut arrêter la prise en charge. Mais il faut commencer d'emblée par le sérum, donc la sérothérapie et et le vaccin anti-rabique. Le vaccin anti-rabique, ça c'est pour le tableau. Il y a un autre tableau, c'est un tableau de la France. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement, c'est la même chose. Donc là, on parle envers l'animal, ce qu'il faut faire, envers le blessé. Mais c'est juste par rapport au surveillant vétérinaire. Donc le vétérinaire, il est obligé de nous délivrer 3 certificats. Donc un certificat J0, donc un certificat sur l'état de l'animal, AJ7 et AJ14. AJ7 et AJ. On va terminer maintenant par la prophylaxie. Donc une prophylaxie, le traitement donc, général. La rage, il ne faut pas oublier que c'est une maladie à déclaration obligatoire, il faut déclarer. Il ne faut pas oublier d'abattre les chiens errants tout en respectant l'équilibre naturel de la race animale sauvage. Et l'idéal, c'est de vacciner les animaux domestiques. C'est ça le remède en fin de compte, parce que pourquoi au niveau des pays développés, la France, l'Espagne, les pays européens, l'Amérique, les États-Unis, le Canada, il y a pas de cas de rage. Parce que, en fin de compte, tous les animaux domestiques, c'est des animaux qui sont vaccinés. Pas oublier la vaccination des personnes à risque professionnels comme les forestiers, les vétérinaires. On donne donc un vaccin inactivé, il est bien supporté, sans contre-indication. Donc, c'est le vaccin anti-rabique avec un protocole de l'OMS, donc à J0, J7, J28, puis un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans. Donc là, c'était la prophylaxie. Je voudrais juste vous parler un petit peu sur la note ministérielle. Donc la note ministérielle qui parle donc c'est une instruction numéro 5 que vous voyez ici, donc numéro 5 du 14 février 2016, relative à la conduite à tenir devant un risque rabique. Là, on ne parle pas de rage, mais on parle de risque rabique. Donc voilà. Qui parle un peu de tout, les léchages, les griffures, les morsures. Voilà, la nature de l'exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, le grade 1, grade 2 ou catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Donc, on a géré la nature de l'exposition classée en 3 catégories, c'est comme l'OMS. Donc, catégorie 1, contact direct avec l'animal, soit la personne l'a touché ou l'a nourri. Léchage de la peau intacte, donc on ne fait rien. Catégorie 2, donc morsure, greffure sans saignement siégeant ailleurs qu'à la tête et les extrémités et les organes génitaux. Donc, il faut toujours mettre en tête donc 3 sites, la tête, les organes génitaux et surtout les extrémités, les doigts, etc. Donc là, on fait juste une vaccination. Catégorie 3 est la catégorie la plus grave. Morsure, griffure, même sans saignement, séjour au niveau de la face, la tête, du cou, le cou, mains, les pieds, aux organes génitaux parce qu'ils sont richement innervés. Morsure ou griffure unique ou multiple avec saignement. Morsure par un animal sauvage. Exposition à une chauve-souris, morsure ou griffure ou manipulation. Léchage ou contamination des muqueuses par la salive, projection de bave sur les muqueuses, en particulier les yeux, léchage sur peau lésée. Tout ça, c'est catégorie 3. Donc là, on fait une vaccination et une sérothérapie en urgence. L'état de l'animal en cause et
Donc il y a tout ce que vous voulez et cette instruction elle doit être maîtrisée par les médecins qui prennent en charge les centres anti-rabiques. Donc la posologie, comme je vous ai déjà parlé, donc c'est 40 unités par kilo de poids corporel. Donc la dose à injecter en millilitres c'est égal donc 40 unités fois le poids corporel sur le titre du flacon. Donc il faut pas la dose ne doit jamais être inférieure à 800 unités internationales. Le mode d'administration de, du sérum, donc c'est plutôt, voilà, le sérum c'est au niveau de la plaie. Il y a des tests de tolérance. On parle là de méthode de Besseret-K pour les effets secondaires, les différents vaccins qui existent en Algérie. Donc tout ça, voilà, la conduite à tenir dont je vous ai parlé. Donc grade 1 et on fait rien. Grade 2, on fait juste une vaccination thérapie. Grade 3, on fait soit le schéma Zagreb, donc 2 injections le premier jour, puis 1 AJ7, 1 AJ21, ou le type S. En Algérie, voilà. Voilà, il y a tout ça. Donc c'est pas très important de retenir tout ça parce que ça c'est beaucoup pour un externe. Mais je vous montre ça juste pour avoir une idée où le jour où vous allez travailler, peut-être Inch'Allah, dans un centre antirabique, vous aurez donc l'occasion de maîtriser tout ça. Voilà, même chez le sujet immunodéprimé, etc., ceux les VIH, ceux qui prennent des corticoïdes à long terme, etc. Les leucémies, les lymphomes, les cancers, sur le plan général. Et tout ça, donc les posologies pour les enfants moins de 2 ans, les enfants de plus de 2 ans et plus, etc. Voilà, c'est détaillé jusqu'à la fin, même le traitement antibiotique pour l'adulte, on peut donner comme antiseptique, donc plutôt anti-staph, amoxicilline, acide clavulanique, c'est l'augmentin. On peut donner la doxycycline en deuxième. Et attention pour la femme enceinte, donc la doxycycline est contre-indiquée, donc on donne l'augmentin. Les enfants de plus de 8 ans dans l'augmentin, on peut donner la doxy. Pour les enfants de moins de 8 ans, on n'a pas le droit de donner la doxycycline parce qu'elle est contre-indiquée. Voilà, tout ça est signé par le directeur de la prévention. Donc, c'est l'instruction numéro 5 du 14 février 2016. Donc, vous pouvez la télécharger dans le site santé.dz, instruction 05 rage 2016, et c'est un fichier PDF. C'est un fichier PDF. Voilà, pour terminer notre conférence, il ne nous reste pas beaucoup. Donc, il faut juste, voilà, il nous reste, je pense, que quelques QCM à faire. Voilà, quelques QCM à faire. Donc, les propositions suivantes concernant la rage sont exactes à l'exception d'une seule, laquelle? Donc, le virus de la rage, c'est un rhabdovirus. La rage humaine déclarée est mortelle dans 80% des cas. La vaccination antirabique doit être débutée à toute personne mordue par un chien connu, oui. Il n'y a pas de contre-indication au traitement vaccinal antirabique, oui. Même chez la femme enceinte, on peut le donner vu le risque, donc il n'y a pas de contre-indication. La sérothérapie est indiquée dans les morsures graves par un animal suspect, oui. Donc voilà, il y a donc la rage humaine, une fois déclarée, elle est mortelle à 100% des cas par 80% des cas. La deuxième question, en cas de morsure par un animal suspect de rage, donc il faut suturer rapidement les plaies de morsure, je pense pas. Il faut tuer aussitôt l'animal mordeur,
Non. Le médecin traitant commencera immédiatement la vaccination thérapique. Oui, on peut commencer rapidement, mais pas le médecin traitant, c'est le médecin du centre antiarabique. Il faut préférer le vaccin antiarabique inactivé préparé sur culture de cellules humaines, oui, l'idéal. On peut infiltrer la plaie du sérum antiarabique, oui. Voilà, les deux réponses justes. Donc, il ne faut pas suturer rapidement la plaie parce qu'il faut donner le temps pour le sérum. Donc, il ne faut pas tuer l'animal mordeur aussitôt. Donc, et le médecin du centre antiarabique qui va commencer la vaccination antiarabique. Voilà. La troisième question, et je pense que c'est la dernière, concernant la rage. Il existe que la rage est une infection donc transmissible par des animaux domestiques, oui, possible, soit domestique ou sauvage, c'est pas important. Donc c'est un animal qui est enragé. Les ammonium quaternaires sont les antiseptiques de choix, oui, de choix. Comme on peut utiliser donc l'eau de javel, on peut utiliser l'eau savonneuse, on peut utiliser les dérivés iodés. La vaccination thérapeutique n'est faite que dans les centres antiarabiques, oui, oui. La vaccination préventive anti-rabique est praticable par un médecin généraliste. Un médecin généraliste. Là, le piège, est-ce que oui, le médecin généraliste ou le médecin du centre anti-rabique? L'injection en IM de 2 millions d'unités de pénicilline G protège contre le risque rapique. Ça, c'est catégoriquement faux. Donc, il y a une seule réponse qui est fausse. Bah, on vient de terminer notre troisième cours, mes chers externes, mes chers collègues étudiants. Donc, je vous souhaite bonne chance et on reste à votre disposition pour des questions. On reste, Inch'Allah, que cette pandémie elle va disparaître le plus tôt possible pour que qu'on puisse vous voir au niveau au niveau de notre service pour faire le stage et voir un petit peu c'est quoi la pathologie infectieuse classique, pas le corona, pas le Covid, parce que ce qu'on nous vivons actuellement, on est branché 100% Covid, Covid. Donc, je vous souhaite bonne chance et voilà, à la prochaine. Donc, il reste une seule conférence concernant les hépatites virales. Ben, ciao.